Bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux. Comment? Vous pouvez vous présenter Oui, peut-être, hein? oui. Donc tout d'abord, les remerciements à ceux qui se sont déplacés par une après-midi aussi chaude ici dans cette salle. Félicitations aux organisateurs, parce que c'est vrai que ce colloque réunit quand même des gens venus des secteurs tout à fait différents, et c'est ce qui fait la richesse de ces contributions. Donc moi, je travaille au syndicat des vignerons de la Côte-Vermeille. Donc c'est un syndicat qui regroupe, je vais vous le montrer ici, les producteurs des trois appellations d'origine protégée, donc Collioure, Banyuls et Banyuls Grand Cru. Donc les trois sur le territoire de la Côte-Vermeille, donc de Cerbère à Collioure. Et la mission principale du syndicat, c'est de faire respecter les cahiers des charges, donc contrôler que tout ce que vous avez en bouteille provient effectivement de la Côte-Vermeille et est fait selon les règles du cahier des charges. Et la mission seconde, je veux dire, c'est la promotion collective des appellations. Donc notre travail, c'est vraiment de défendre les vignerons et de défendre nos signes de qualité. Donc on parlera ici d'une externalité positive, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, du travail du vigneron, donc qui a un impact très important sur les paysages. Donc là, c'est les vignobles de la Côte-Vermeille. Donc je n'ai même pas besoin d'afficher les photos, puisque quand vous prenez la route en direction de Collioure ou de Banyuls, les vignes sont là. Le vignoble ne va pas très bien. C'est pour ça que depuis 4 ans, donc la région Occitanie, qui nous aide dans cette démarche, a souhaité nous aider. Sauf que la région Occitanie a demandé un projet collectif. Donc évidemment, faire un projet collectif sans faire un audit précis de pourquoi ça ne va pas très bien était impossible. Donc ce qui a été fait, on a mené une étude très complète. Je vais vous présenter vraiment les quelques conclusions qui nous intéresseront pour parler de la résilience du vignoble, mais l'audit est complet. Donc il a été économique, social, naturel, du terroir. Et il a permis de mettre en évidence une chose très simple, c'est que le vignoble disparaît parce qu'il n'y a pas de rentabilité dans les exploitations. Il ne s'agit pas évidemment que les vignerons lourds sur l'or, mais au moins faire nourrir sa famille, c'est un prérequis pour que la vigne perdure. Les principales conclusions donc, de cet audit, c'était que donc, le territoire est petit. Donc ici, vous avez les appellations avec des surfaces comparables, comme par exemple le Brouilly ou Saint-Joseph, mais sauf que la production est 2 fois plus petite que celle de Saint-Joseph et 3 fois plus petite que de Brouilly. Donc concrètement, vous travaillez un hectare de vigne et au lieu d'en tirer 4000 litres de vin, vous en tirez que 2000, dans les meilleurs des cas. Le vignoble de Banyuls-Collioure est un vignoble de montagne. Donc un tiers du vignoble dispose d'une pente de plus de 50%. C'est comme ça. Ce qui veut dire que tout est fait à la main. Aucune mécanisation possible sur le territoire du cru. Le cru est un cru de petites exploitations. Donc 70% ne dépasse pas les 5 hectares. Et un tiers ne dépasse pas les 0,63 hectares, qui est le seuil d'assujettissement à la MSA. Donc c'est vraiment des très très petites exploitations, mais elles sont très nombreuses. Donc sur ce petit territoire, nous avons quand même 1000 coopérateurs. Donc il y a 50 caves qui font du vin, qu'elles soient caves coopératives ou caves particulières, mais il y a 1000 personnes qui produisent des raisins. Et une autre spécificité du cru, c'est le complant. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la séparation de propriété entre la cepe et la terre. Donc qui vient du Moyen-Âge, donc avant le seigneur donnait aux paysans la terre pour qu'ils puissent l'exploiter et le rémunérer en part de récolte. Donc ce système perdure. Ça a des avantages, mais des inconvénients aussi, parce que si on fait venir quelqu'un d'ailleurs, il ne comprend pas toujours comment il veut acheter juste les cèpes et pas la terre. Là, c'est un tableau très édifiant, c'est un tableau de coût de production. Je vous invite à regarder la colonne de gauche qui résume les coûts de production du vin. Donc en bas, les 3 €, c'est le coût de production de raisin. Ensuite, 1,26 €, vinification et élevage. Conditionnement, c'est les matières sèches, les bouteilles, les bouchons, etc. La commercialisation, c'est 3,18 €, donc ce qui nous donne un résultat de 9 €. Ce qui veut dire que produire une bouteille de vin sur ce territoire coûte 9 €. Ce qui veut dire qu'il faut la vendre au moins à 9 €. Ce qui est quand même beaucoup. Donc, tout ce travail dont je vous parle, ça a donné lieu à ces conclusions. Je vous les fais défiler rapidement parce que ce qui va nous intéresser, c'est surtout la partie A, diagnostic du vignoble. Mais il y a quand même la partie qui est indissociable, qui est la partie C et D, c'est-à-dire les coûts de production et les marges et les prix de vente. Donc cela a donné lieu à un plan de relance. C'est un projet, c'est un plan d'action en fait, par rapport à toutes ces conclusions qui ont été tirées par les consultants. Donc tout ça a été fait sur la base de comptabilité de tous les opérateurs du cru. Donc c'est vraiment une vision très très précise du collectif. C'est très simple.
premièrement, augmenter le rendement de la parcelle. Deuxièmement, augmenter les prix de vente. Et troisièmement, adapter la filière, c'est-à-dire travailler avec les mairies pour éventuellement construire des caves ou les rénover, pour pouvoir avoir des terrains agricoles, pour planter de la vigne. Donc c'est très facile à dire, mais c'est très compliqué à faire, vous vous en doutez. Donc, du coup, le diagnostic a donné lieu au plan de relance, donc toujours avec les mêmes 4 points A, B, C et D. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est la partie B1, donc la partie investir dans la vigne, rajeunir, réhabiliter et développer. Ce qui veut dire concrètement qu'il faut qu'on tire plus de raisins et plus de jus d'un hectare de vigne. Donc aujourd'hui, travailler un hectare de vigne coûte 10 000 € ici. Et donc notre objectif, c'est évidemment de tirer le plus de jus possible. Donc ça a donné lieu à 3 plans d'action, dont le principal est ici, c'est de faire une étude complète de territoire. Ce qu'ont fait les moines bourguignons il y a 5 siècles, nous sommes en train de le faire. C'est-à-dire qu'on a fait venir un cabinet de Bourgogne qui va faire une étude complète climatique, étude de sol, étude de projection, pour ensuite nous donner un résultat. Quels sont les territoires qui seront aptes à la culture de la vigne et celles qui ne le seront pas. Donc, comment on le fait? C'est très simple. On va disséminer. Donc, on a divisé le territoire du cru en zones, en îlots. Donc, dans chaque îlot, je vais vous présenter ça un peu plus loin dans la présentation, on a installé des capteurs climatiques. Donc, par la même occasion, on va faire l'étude de sol et ensuite, on va tirer une conclusion. Donc, aujourd'hui, quelles sont les parcelles en vigne qui ont la vocation agricole à l'avenir, et surtout quelles sont les parcelles qui ne sont pas la vigne aujourd'hui, mais qui pourront le devenir. Donc l'étude est assez complète dans le sens où, vous le voyez à droite, on va se poser aussi la question sur le matériel végétal. Est-ce que les variétés de raisins, les cépages, ou du moins les clones qu'on utilise aujourd'hui sont adaptés à l'avenir, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a aucun clone qui n'est adapté à la sécheresse. Donc il y a beaucoup de cépages qui sont plus résistants aux maladies, mais pour nous, honnêtement, c'est un non-sujet ici parce qu'avec le climat extrêmement sec et la tramontane, il n'y en a presque pas. Donc cette année, il y en a, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de précipitations. Donc les maladies, pour nous, ce n'est pas un sujet qui nous inciterait à changer de matériel végétal. La conduite du vignoble, est-ce qu'il faut continuer à la tailler en gobelet? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de le conduire? Et surtout, quelle incidence ça aurait sur le profil des vins? Parce qu'aujourd'hui, le cahier des charges permet de faire n'importe quel produit sur n'importe quelle zone du cru. On a 3 couleurs en vin sec, collioure, donc blanc, rosé, rouge. Donc en Banyuls, les vins d'eau naturelle, il y a blanc, rosé, rimage traditionnel et ambré. Et en plus, il y a le Banyuls Grand Cru. Donc c'est assez complexe. Et si quelqu'un vient sur le cru pour faire du vin, aujourd'hui, on est dans l'incapacité de lui dire quelle est la zone où il faut qu'il s'implante. Chaque vigneron, évidemment, l'a déjà compris par rapport à ces parcelles-là, d'une manière tout à fait empirique. Mais collectivement, on n'a pas encore cette conscience. Donc l'avantage que nous, on a, c'est une très grande variété d'altitude et d'exposition. Donc il y a des vignes aujourd'hui qui touchent à la mer et qui vont jusqu'à la montagne. Il y a les vignes qui sont exposées sud, c'est les vignes qu'on cherchait avant, parce qu'il fallait produire pour les vins d'eau naturelle, il faut avoir du degré et du sucre. Donc aujourd'hui, on cherche l'inverse. Donc aujourd'hui, on cherche plutôt les vins plus frais, donc avec moins de degrés, avec certes des arômes et de la maturité, mais avec un niveau d'alcool maîtrisé. Pour vous donner un exemple, il y a eu un projet, je ne sais pas si ça a été évoqué pendant ce colloque, de vigne coupe-feu, donc qui a été cofinancé par le département dans les années 90. Donc il portait sur la plantation des vignes dans les hauteurs de Cerbère et de Bagnols-sur-Mer pour éviter que le feu passe d'une vallée à l'autre. Donc à l'époque, c'était dans les années 90. Les cépages rois à l'époque, c'était les grenaches noirs et les vins rouges étaient les plus consommés. Donc il se trouve que quand ils sont montés en altitude, avec chaque 100 mètres d'altitude, on perd 0,6 degrés de température. Donc à l'époque, ces vignobles-là ont été abandonnés parce qu'ils n'apportaient pas le degré et la maturité. Aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche. Donc avec les cépages blancs, si ces vignes coupe-feu avaient été plantées avec du grenache gris que l'on cherche aujourd'hui, on n'en serait pas là. Mais c'est toujours plus facile de raconter l'histoire après coup. À l'époque, les vins blancs n'étaient pas bu et ils n'ont même pas pu y penser. Donc là, l'avantage qu'on a par rapport aux autres vignobles, c'est ça. C'est qu'on peut aller chercher de la fraîcheur, à la fois par l'altitude et par les expositions.
Donc c'est ce que vous voyez ici, c'est les capteurs climatiques. Donc à droite, vous voyez les photos des capteurs qui ont déjà été installés. Donc il y a à peu près 90, je vais vous en parler rapidement dans le détail. Donc ils mesurent le vent, l'ensoleillement, la pluviométrie. Donc, et en plus, ils rajoutent les études d'altitude. Donc là, vous voyez, le territoire du cru a été divisé en 35 kilos. Donc il y a eu 120 capteurs qui ont été placés parce que dans chaque îlot, qui correspond plus ou moins à des vallées, donc ici sur la côte Vermeille, il y a eu des expositions différentes, il y a eu l'altitude différente. Donc c'était vraiment pour aller vraiment dans le détail de la délimitation qu'on pourrait faire par la suite. Donc avec les mêmes objectifs, c'est de savoir sur le territoire du cru quelles sont les zones qui seront propices à la culture de la vigne et quelles ne le seront pas. Et quand le territoire ne sera pas propice à la culture de la vigne, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de vigne. Parce que là, je vous parle en tant que directeur du syndicat, donc des viticulteurs et des vignerons. Mais par contre, si les pouvoirs publics estiment que la vigne, qui est bien plus qu'une plante pour produire du vin, s'ils estiment qu'il faut planter des vignes coupe-feu ou s'ils estiment qu'il faut maintenir le paysage viticole, on est tout à fait ouvert à ce travail collaboratif. Mais malheureusement, donc, on a eu une réunion juste après l'incendie de Cerbère, donc où tout le monde était un peu échaudé, et ça n'a rien donné par la suite. Donc on a tenté de rentrer en contact avec les pompiers pour leur communiquer la carte précise de là où est la vigne aujourd'hui, parce que outre la protection coupe-feu, ça donne aussi la sécurité aux pompiers, parce qu'ils peuvent s'y réfugier. Je vais vous montrer une photo de l'incendie de Cerbère, c'est assez édifiant. Donc là, c'est les capteurs, la totalité des capteurs. Donc chacun mesure les variables qui lui sont propres. Donc ils sont disséminés un peu partout. Et la problématique est celle-ci. Où est-ce que le vignoble va se situer? Donc à la fois par rapport aux contraintes d'adaptation au changement climatique, mais aussi d'adaptation au goût des consommateurs. Quel vin on va boire d'ici 2050 et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour les produire? Donc est-ce qu'on doit relocaliser les parcelles? Donc certainement pour certaines. Ça ne veut pas dire que le vignoble va disparaître, parce qu'on veut toujours garder ce vieux vignoble en murette de pierre sèche et de schiste qui est unique au monde. Donc la combination grenache et schiste, grenache gris et schiste est unique au monde. Et grenache et schiste dans d'autres couleurs, ça existe ailleurs, mais pas beaucoup. Donc c'est vraiment ce qui fait la particularité de notre cru. Donc, et le deuxième aspect qui est très, très important, c'est l'intégration territoriale de cette étude. Donc, une fois qu'on a fait cette étude, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, pour nous, il y a l'enjeu économique. Donc, on essaiera de concentrer les parcelles aux endroits les plus propices à la culture de la vigne. Aussi pour les vignerons, pour qu'ils puissent avoir les parcelles plus ou moins rapprochées. Donc, c'est toujours bien de diversifier, parce que si vous avez un vignoble au même endroit et qu'il y a une zone particulière de sécheresse dans cet endroit, donc évidemment, vous êtes mort. Mais par contre, peut-être d'éviter d'avoir une parcelle à Cerbère, une parcelle à Banyuls, une parcelle à Port-Vendre, ne serait-ce que pour la facilité du travail, ça pourrait être pas mal. Donc, aménagement du territoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les zones que l'on saura où il n'y a plus de vignes? Donc, c'est vrai que le département, on en a parlé largement. Nous, on le saura. Donc, on dira au pouvoir public, donc voici la carte, là où il y a de la vigne, et là, on ne pourra plus la préserver. Ensuite, accessibilité des parcelles, parce que ce seront de nouvelles parcelles. Donc, il faudra travailler les chemins d'accès, il faudra que ça puisse être accessible aux vignerons. Protection aussi du gibier, parce que les sangliers et les chevreuils prolifèrent sur le cru, et ça, c'est des parcelles qui sont plus en altitude, donc il y a moins de vignerons là-bas, et donc s'il y a des parcelles qui seront plantées, ils seront attaqués presque systématiquement par le gros gibier. Donc, problématique de vigne ornementale. Donc on peut très bien imaginer qu'une vigne puisse garder son rôle de paysage, quitte à couper les raisins et ne pas les remettre sur le marché. Donc ça peut être tout à fait imaginable, parce que, encore une fois, la vigne, c'est beaucoup plus qu'une plante qui sert à produire des raisins. Donc ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du paysage, ça fait partie de l'équilibre aussi naturel. Et pour nous, c'est tout à fait envisageable. Donc, et le dernier point, c'est l'accès à l'eau. On est le seul vignoble du pourtour méditerranéen à s'interdire l'irrigation en AOP. Donc historiquement, ça a été le cas, et c'est vrai que notre vigne nous permet de produire les rendements certes très faibles, mais les rendements qui permettent aujourd'hui à certains viticulteurs de vivre. Donc le rendement moyen est de 20 hectolitres à l'hectare. Dans le Roussillon, ça doit être entre 40 et 50. Donc l'équilibre économique n'est pas du tout le même. Donc là, c'est la photo que je tenais à vous montrer de l'incendie de Cerbère.
Donc là, et les pompiers le constatent, le sol par feu pour les incendies, c'est la vigne. Pourquoi? Parce que une vigne entretenue, où il n'y a pas d'herbe sèche qui cache les cèpes. Donc là, c'est un exemple très, très flagrant, enfin, il n'y a même pas besoin de le commenter. Et la même parcelle se situait à l'entrée de Cerbère, qui a permis de protéger le village. Donc s'il n'y avait pas eu ces 50 arbres de la vigne, le village Cerbère, dans sa face est, aurait pris feu. Donc ça, c'est des problématiques dont on se saisit, mais qui dépassent très largement nos compétences de vigneron. C'est pour ça que ce projet-là qu'on est en train de mener avec l'aide de la région Occitanie, c'est un projet de territoire, et pas uniquement de projet de vigneron. Donc c'est une externalité, si je peux me permettre de le dire ainsi, positive de l'activité du vigneron. Les premiers résultats des capteurs qui ont été installés sont très flagrants. Donc là, vous voyez la courbe de précipitation cumulée entre le 1er janvier et donc le 18 juin, avec les capteurs qui sont en différentes couleurs. Donc là, on le voit qu'entre le capteur Coma Estaper qui est en bas à droite sur la commune de Cerbère, donc qui est presque en bord de mer, et le capteur de la Rouvira, donc ça doit être à Banyuls, donc à gauche donc du capteur Coma Estaper, mais à la montagne. Donc il y a combien? 200, presque 2 fois plus de précipitations, sans qu'on n'y fasse rien. Donc l'eau, elle est déjà disponible. Et pour nous, la problématique de l'eau, elle doit être gérée uniquement d'un point de vue résilience du territoire, parce qu'on ne se voit pas prélever l'eau qui, dans le département, pourrait être utilisée à d'autres fins. Donc la vigne, évidemment, ce n'est pas une culture de première nécessité, et donc ça ne se comprendra pas. De un. De deux, économiquement parlant, c'est très compliqué. Donc c'est inimaginable sur des parcelles existantes. Donc ça ne peut être applicable qu'à des parcelles nouvellement plantées. Et ça nécessite un investissement très significatif. Donc où on prend l'eau, comment on l'amène jusqu'à la parcelle et comment on l'amène jusqu'au cep, avec la topographie du cru que l'on vient de vous présenter. Donc cette étude sera complétée par l'étude des sols, parce que le sol permet aussi d'avoir un réservoir d'eau, réserve utile d'eau assez importante. Donc le schiste est poreux, donc il y a des feuilles, et entre ces feuilles-là, donc l'eau se condense et se concentre. Et donc la vigne, avec ses racines, peut puiser dans ces réservoirs et donc résister très bien à des périodes de sécheresse que nous avons connues. Donc là, les fosses pédologiques, je vous passe ça très rapidement, ça va compléter donc, cette étude qui sera complète. Et donc à partir de ces données géopédologiques, topographiques et climatiques, donc, il y aura cette carte de potentialité viticole qu'on transmettra donc, à la fois aux vignerons pour délimiter un peu le terroir, et par la suite au pouvoir public pour qu'ils puissent s'en servir à des moyens de protection contre les incendies, pour la diversité et tous les sujets qui nous préoccupent aujourd'hui. Et donc, j'en parle pas ici, mais parce que ça fait partie de l'objectif commercial. Donc, dans notre objectif aussi, d'un point de vue viticole, c'est d'aller plus loin dans la zonification et d'identifier les lieux-dits qui deviendront par la suite des crus. Donc, des crus de couleur de Banyuls, les premiers crus, éventuellement des grands crus. Donc, pour mettre en valeur les spécificités de ce petit territoire qui sont quand même assez importants. Voilà. J'ai été peut-être un peu plus bref qu'il fallait, mais j'ai compris qu'on avait un peu de retard, donc ça permettrait peut-être de le réserver un peu. Voilà, merci.